Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Večeras ćemo vam predstaviti jednu mladu, šarmantnu, rođenu Francuskinju, odraslu u neposrednoj blizini Trijumfalne kapije i Elisejskih polja, koja je ovih dana posetila našu zemlju. Nekada je bila veoma uspešna u svetu biznisa, takođe veoma uspešna sportiskinja, a danas sa ponosom ističe da je srećna majka troje dece kojima je potpuno posvećena. Još nešto, ona je zaljubljena u Beograd, iznad svega voli srpski narod i nekada davno je naučila dosta naš jezik, vidjet ćemo koliko. Anne-Marie, bonsoir et soyez bienvenue dans notre émission à Belgrade. Dobro večer, Marina. A hoćemo li da govorimo na srpskom ili na francuskom? Ja samo pomalo govorim, ja sam mnogo zaboravila, so je préfère parler français. Kada si prvi put došla u našu zemlju? La première fois que je suis venue en Yougoslavie, c'était en 1980. Je venais rendre visite à une amie d'enfance que j'avais rencontrée à Paris et avec qui j'étais restée en contact. Et cette amie m'avait invitée à la suite de mon baccalauréat à venir me rendre à Belgrade et c'est là que j'ai découvert la culture yougoslave, l'accueil yougoslave, la langue yougoslave que j'ai tout de suite beaucoup aimée. Et donc j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu en Yougoslavie à cette époque-là. Mais vous avez dit une fois, en discutant avec moi, que vous avez appris assez facilement notre langue et que les autres langues, vous les avez appris plus difficilement que le serbe, en fait. Oui. C'était une grosse surprise. C'est que, effectivement, j'avais essayé pendant des années durant de parler anglais à l'école. J'avais toujours très mauvaise note en langue et en arrivant en Yougoslavie chez cette amie, qui m'a aidée à apprendre, évidemment, j'ai appris très vite et en un mois, je pouvais tenir des conversations relativement simplement avec des gens et c'était assez étonnant. Et donc c'est un langage qui est venu assez vite, effectivement. Et vous avez vous connaissez les raisons pour lesquelles c'est comme ça? Parce qu'une fois vous avez dit que vous avez l'impression que dans votre vie antérieure, vous avez été serbe ou russe. Vous le pensez vraiment? Oui, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, les mots, la mémorisation des mots est venue très vite, la grammaire est venue très vite, et à tel point que je me suis dit j'ai dû être serbe dans une vie antérieure parce que j'avais eu tellement de mal à apprendre l'anglais que là vraiment c'était assez étonnant. Et puis je me suis découvert aussi des attaches. Je sais que je suis très sensible à la musique des Chœurs de l'Armée Rouge, par exemple, à des musiques tout à fait slaves. Et ça, c'était assez étonnant, c'était une découverte à 20 ans. Et quand je suis rentrée à Paris en parlant le serbe, les gens étaient très étonnés. Mais quand vous dites russe, vous avez des gens dans votre famille qui se sont intéressés à la culture russe aussi ou pas? Oui, oui, j'ai une tante qui était professeure de russe et qui, elle aussi, a eu un attrait assez intense vers cette culture. Et quand je suis rentrée à Paris, c'est elle qui m'a offert des dictionnaires, des rečnik de serbe, et avec qui j'ai beaucoup parlé de tout ça. Mais en fait, vous êtes resté combien de temps en tout dans notre ville en Yougoslavie? Je suis restée 2 mois en Yougoslavie. Le premier mois, je l'ai passé à Belgrade chez cette amie. En fait, on a passé une quinzaine de jours et puis nous sommes partis à Opatija chez des amis du papa. Et à Opatija, nous avons été à Pula, à Rijeka. Et puis là, j'ai pris un autocar et je suis partie toute seule à Makarska pour faire un stage de volleyball, puisque je fais beaucoup de sport, je faisais du volleyball à l'époque. Et à Makarska, j'ai rencontré aussi l'accueil yougoslave d'une certaine manière, puisque le car arrivait à 3 h du matin, très tard dans la nuit, et j'étais toute seule, j'avais 19 ans, j'avais un peu peur, parce qu'évidemment, toute seule, en arrivant dans une ville qu'on ne connaît pas avec le sac à dos, c'était un petit peu étonnant. Et j'ai été suivie par un monsieur qui m'embêtait un peu. Et j'ai demandé à un couple s'il pouvait me dire où je pouvais dormir la nuit, et le couple m'a invité à venir dormir chez eux. Et puis au détour d'un croisement, je me suis rendu compte que ce n'était pas un couple, que c'était un garçon et une fille. Et le garçon me dit bah, viens nous suivre. Donc j'ai suivi ce garçon et en arrivant à son appartement, il a ouvert la porte et je comprenais ce qu'il disait en serbe. Et il a dit à des gens qui étaient à l'intérieur, mais je ne savais pas qui était là, regardez ce qui vient nous voir. Et à ce moment-là, il allume la lumière et il y avait 7 garçons qui dormaient dans cet appartement.
Et ils ont été très sympathiques. D'abord, j'ai eu un moment de recul. Et puis après, on est rentré et ils m'ont laissé leur lit, ils m'ont apporté des gâteaux, du chocolat. Et on a discuté toute la nuit de la culture yougoslave. À Belgrade, j'avais eu l'occasion de rencontrer certaines personnes comme Goran Bregović, comme Oliver, à l'époque un chanteur. J'avais eu l'occasion de parler avec des journalistes, avec des sportifs, et ils étaient étonnés de tout ça. Et on a passé une nuit super. Et quand vous avez parlé de cette amie de Belgrade, alors ça fait longtemps que vous la connaissez, c'est depuis l'âge de 12 ans, Oui, n'est-ce pas? c'est ça. On était à l'école ensemble. Elle est arrivée, elle avait 11 ans, et on a tout de suite beaucoup sympathisé. Et je me souviens, elle parlait très bien français. Et elle avait une certaine prestance. Et je me souviens la première fois que la professeure de français nous a rendu une rédaction en français, elle a fait honte à toutes les petites filles françaises en disant la rédaction de cette jeune fille qui s'appelait Mlada. Sa rédaction est la meilleure de toutes et c'est elle qui avait la meilleure note. Alors j'avais été très impressionnée par ça. Et vous êtes venu la voir ici, n'est-ce pas? Oui, et c'est elle que je suis venue voir après en 80. En 80, la deuxième fois, et maintenant c'est la troisième fois. Voilà, tout à fait, je suis chez elle, exactement. Mais vous êtes aussi une femme assez intéressante, parce qu'on en a longtemps discuté, vous avez été dans le monde de business pendant 10 années. C'est un monde d'hommes, si je peux le dire, un monde où la plupart des gens sont des hommes, n'est-ce pas? Comment une femme se retrouve dans ce business et qu'est-ce que c'était exactement ce que vous aviez fait? C'est-à-dire que c'était à la sortie de l'université, j'ai postulé pour un... Quelle université? C'était l'université à Paris, université scientifique en fait. J'ai fait un DESS scientifique. Et à l'issue de ça, j'ai postulé pour un job qui était typiquement masculin. Et je me suis retrouvée dans une assemblée complètement masculine pour postuler à cet emploi. Et à mon grand étonnement, c'est moi qui ai eu le job. Et c'était drôle parce qu'en fait, être une femme dans un milieu d'hommes, c'est un problème quand on ne le vit pas bien, quand on arrive complètement décontracté par rapport à ça, en assumant parfaitement sa féminité et en disant je suis aussi bonne qu'un homme et je peux être aussi performante et professionnelle, ça ne pose aucun problème. Au départ, les hommes vous tentent des pièges, essayent de vous mettre à l'épreuve, mais dès lors que vous avez prouvé que vous êtes aussi compétente qu'eux, il n'y a vraiment pas de problème. Après, c'est dans la tête des gens que ça se passe. Mais vous croyez que la beauté a joué un rôle ou pas dans la beauté, ce succès? Non, c'est beaucoup dire. Non, je crois qu'une approche sérieuse, professionnelle, tout en jouant sur une certaine féminité, c'est... Quand même, en jouant, oui, sûr. Bien sûr. Vous croyez que c'est nécessaire quand même, oui? Mais dans un monde masculin, c'est automatiquement un atout et un avantage, donc pourquoi ne pas s'en servir? Mais vous avez été nommée businesswoman en l'année 1988. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Businesswoman en France C'est top performer européen, c'est-à-dire que c'est un titre que l'entreprise chez laquelle je travaillais, qui était Hewlett-Packard, une grosse entreprise américaine, cette entreprise faisait une espèce de concours entre tous les commerciaux de l'Europe et j'avais été parmi les 6 premiers, donc top performer. Et c'était un titre provisoire, puisque ça veut dire que j'avais réalisé les meilleures ventes d'Europe. Et effectivement, j'étais la seule femme à faire partie de ce lot. Et c'était un grand honneur. Vous étiez ambitieuse? Vous aviez envie de continuer votre vie professionnelle dans le même rythme, si je peux le dire, ou pas? Vous aviez envie de vous arrêter un jour et avoir une vie complètement différente? En réalité, le métier que je faisais me plaisait beaucoup. C'était très intéressant, j'étais très indépendante, j'avais un bon salaire, je voyageais beaucoup, je fréquentais des gens qui étaient très intelligents, avec des projets d'envergure, avec des stratégies à développer, qui étaient vraiment un challenge intellectuel. Ceci dit, la vie fait que parfois vous êtes amené à prendre des directions complètement radicalement opposées. Surtout votre vie? Oui, surtout dans ma vie. Des directions radicalement opposées à ce que vous faites. Et dans ma vie,
j'ai toujours fait des virages à 180 degrés en fait. J'ai fait des études dans un domaine, j'ai travaillé dans un autre. Ensuite, j'ai travaillé dans l'informatique. Après, j'ai souhaité voyager, donc je suis partie aux États-Unis. Donc j'ai complètement changé. Aux États-Unis, j'ai pris un nouveau challenge puisque j'ai travaillé dans le domaine médical, qui était un tout nouveau domaine. Et après le domaine médical, il y a un événement assez fort dans ma vie qui est intervenu, qui est le décès d'une personne proche. Donc je ne voulais plus travailler dans les hôpitaux avec toute l'approche des médecins et tout ce que ça comportait. Et j'ai voyagé beaucoup pendant un an. Et après, avec mon mari, on a décidé d'avoir des enfants. Et donc je me suis reconvertie vers une nouvelle profession qui est celle de mère de famille et qui est à mon avis la plus belle. Mais il paraît que quand vous aviez 18 ans, vous pensiez ne pas avoir d'enfants, de faire tout à fait autre chose dans votre vie, d'être peut-être complètement seule. Comment ça a changé? C'est avec l'âge? D'abord, je crois qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Et d'autre part, à l'époque, le profil familial faisait que je n'avais peut-être pas envie de me projeter dans ce contexte-là, avec un mari et des enfants. J'ai toujours su dans ma vie que le jour où j'aurai des enfants, ce serait un changement radical et qu'il fallait vraiment être à 2000% investi dans cette tâche. Et c'est pour ce quoi, avant, j'ai préféré faire une expérience professionnelle, j'ai préféré voyager, j'ai préféré faire beaucoup de sport, afin que lorsque je m'engagerai complètement dans ce challenge qui est d'élever des enfants, je pourrai m'y consacrer totalement et sans aucun regret ni remords d'avoir pas fait ce que j'avais voulu faire avant. Et maintenant, vous vous consacrez à temps complet à vos enfants. Complètement. Vous avez eu trois enfants en 3 ans et demi. Oui. C'est assez proche, c'est assez vite fait. Oui. Ça vous a posé beaucoup de problèmes? C'était difficile? C'est rare qu'une femme le fasse aujourd'hui d'une telle manière, non? Vous pensez pas? En France, c'est différent? Non, en France, c'est pas différent. Disons que c'est un choix personnel parce que d'une part, j'étais pas toute jeune. En plus, je présentais une pathologie qui faisait qu'avec l'âge, la pathologie risquait d'apparaître davantage. Donc, il y avait une question de risque qui était là. Donc, j'ai choisi d'avoir ces 3 enfants assez proches. Et puis, c'est bien pour eux surtout. C'est que ça fait une petite brochette bien agitée et bien tonique qui est très sympathique. Par contre, c'est sûr que du point de vue matériel, ça pose quand même des soucis. On se retrouve d'un seul coup femme indépendante, businesswoman, comme vous le disiez très justement, et à se retrouver avec un nouveau métier, avec trois d'un seul coup, il faut faire preuve d'adaptation quand même, et d'organisation. Expliquez-nous un petit peu. Mais ils sont petits. Connaître votre famille. Ils sont petits, le premier à 5 ans et demi, la deuxième qui est une petite fille à 4 ans et la troisième à 2 ans. Voilà. Et vous avez le temps de vous consacrer à chacun entièrement? Tout à l'heure, vous m'avez raconté une histoire sympathique. Oui. Justement sur ce temps consacré aux enfants, quand on en a beaucoup. Il est vrai que quand on a 3 enfants et qu'on les élève et qu'ils sont tout petits, on est pris par le quotidien, par toutes les tâches à faire à la maison, et on les voit toujours ensemble. Et je me disais qu'en fait, ils avaient chacun besoin de passer un petit peu de temps avec leur maman ou leur papa. Et donc j'envisage de passer, par exemple, le mardi matin, pendant que le grand sera à l'école et que la petite, je la mettrai à la garderie, eh bien, je m'occuperai de la seconde, qui est un peu coincée au milieu, et j'irai toute seule avec elle à la piscine pour passer un temps privilégié avec elle. Le jeudi, par exemple, alors que les 2 grands vont à l'école, la toute petite est avec moi à la maison. Le jeudi matin, je n'ai personne pour m'aider. Donc, au lieu d'aller faire avec elle des courses ou de ne pas trop savoir quoi faire d'elle à la maison, j'envisage d'aller avec elle dans un centre spécialisé pour les tout petits enfants, où il y a des piscines de billes, où il y a des toboggans, on peut leur faire de la pâte à modeler, de la peinture, des choses qui sont un petit peu difficiles à organiser à la maison. Et puis le troisième, lorsque le troisième qui lui est scolarisé et va tous les jours à l'école, j'envisage de prendre les 2 petites filles, de les amener à la grand-mère, et puis comme ça le samedi matin je pourrai m'occuper du grand et faire avec lui, ou jouer au football, ou aller à la patinoire, ou aller également à la piscine. Bon, là c'est le temps que vous dédiez à vos enfants. Est-ce que vous avez le temps pour vous-même? Est-ce que vous avez le temps pour votre mari qui est aussi dans le business, qui
qui est le chef d'une grande entreprise, n'est-ce pas, Le en chef France? d'une PME, ce qu'on appelle PME en France, c'est une entreprise entre 50 et 300 personnes. Il a une entreprise de 200 personnes. Et qui est aussi un sportif, un Oui. karatéka, si Oui, un grand on le dit comme ça, karatéka. n'est-ce pas? Oui. Et vous avez le temps pour lui et pour vous-même, pour la vie du couple? Pour la vie de couple, disons que si justement j'ai arrêté de travailler, c'est aussi parce que deux personnes très investies dans leur travail ne font que se croiser. Quand il travaillait et que je travaillais, on n'était jamais ensemble à la maison. Il était sur une partie de la France, je travaillais sur une autre partie de la France. On se croisait à la maison, on se laissait des mots sur le répondeur, on se laissait des mots à la maison pour se parler, on ne se voyait pas. Donc c'était aussi, le fait d'arrêter de travailler pour moi était aussi un choix pour me rendre disponible pour une vie de couple qui n'était pas une vie de couple. Et donc maintenant, il est certain qu'étant à la maison, j'ai beaucoup plus de temps disponible pour lui. Et quand il rentre, parce qu'il est très peu souvent à la maison, les rares fois où il rentre à la maison, il sait que je suis là avec les enfants. Et ceux qui vous ont suivi et qui vous connaissent bien disent que vous savez très bien vous plonger dans le monde des enfants, ce que les parents d'aujourd'hui font rarement. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous, se plonger dans le monde des enfants? C'est les suivre complètement? Se plonger dans le monde des enfants, c'est plus que ça. C'est évidemment s'occuper d'eux, c'est évidemment s'intéresser à ce qu'ils font, mais c'est aussi se plonger dans leur manière de voir les choses et dans leur manière d'appréhender la vie à travers des yeux d'enfants. Les enfants, à l'heure actuelle, tout le monde leur dit il faut que tu sois grand, il faut que tu tiennes bien à table, il faut que tu parles correctement, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. On leur apprend les règles de notre société, les règles de vie. Mais enfin, j'ai remarqué autour de moi, il y a peu de mamans en fait qui se plongent dans leur monde pour jouer avec eux, pour partir dans les délires d'enfants, dans l'imaginaire et se raconter des histoires. Et moi, très souvent, je suis à quatre pattes avec eux en train de jouer aux loups et aux méchants dragons. Et j'adore ça. Et en fait, je replonge dans mon enfance. Et à travers eux, je revis mon enfance. Et c'est super. Je prends un bain de jouvence. Et votre mari, pareil? Oui, en plus, mon mari, pareil. C'est aussi pour ça qu'on s'entend très bien. C'est que c'est un homme qui est pas très disponible. Mais quand il est avec ses enfants, il y est à 2000%. C'est-à-dire que du coup, je n'ai plus 3 enfants, mais 4 enfants. Et il est le premier à sauter sur les canapés avec eux. Je ne devrais peut-être pas le dire parce que c'est pas, il ne faut pas le faire. Mais il est le premier à faire le singe avec eux et à jouer avec eux et à ne pas avoir d'interdit et ne pas avoir de barrière. Et ne pas mettre un mur entre les enfants et les adultes. Et on essaye vraiment beaucoup d'être à leur écoute et d'être avec eux et de rentrer dans leurs histoires et dans leur monde. Et il paraît que dans votre quartier, il y a beaucoup de femmes de votre âge qui ont plein d'enfants. Est-ce que c'est courant maintenant en France? Vous croyez que c'est un retour vers les grandes familles? Quel est votre avis? Bon, d'abord, j'ai la chance d'habiter dans un quartier privilégié où les femmes comme moi ont des maris qui peuvent subvenir aux besoins d'une famille. Donc si effectivement elles ont des enfants et qu'elles ont arrêté de travailler par choix, c'est d'abord parce que matériellement elles le peuvent, ça c'est sûr. Cela dit, le choix d'élever ses enfants, c'est vrai que en France, le gouvernement français essaye de plus en plus de faire une politique pour inciter les femmes à revenir au foyer et à s'occuper de leurs enfants. On a des gros problèmes dans les banlieues, on a des gros problèmes avec des enfants qui ne sont pas éduqués. Les parents se déchargent énormément sur les écoles et sur les institutrices en ce qui concerne l'éducation des enfants, et le rôle des parents est de plus en plus minime. Et donc le gouvernement français essaye d'inciter les mamans à s'occuper de plus en plus de leurs enfants, et pour ça il donne pas des primes, mais disons qu'on a instauré en France le salaire parental, et à toute maman qui arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants, elle a un petit salaire, mais un salaire qui lui permet d'avoir le choix de travailler ou de s'occuper de ses enfants. On vous demande souvent, certainement, comme chez nous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites des fois, en souriant, rien. Mais ce rien, il veut dire beaucoup de choses. Oui, c'est le travail d'une maman est un travail quand même énorme. D'abord, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, il n'y a pas de vacances. Quand on est malade, eh bien, on s'occupe quand même de ses chers petits.
Et c'est très ingrat parce que, je ne sais pas comment ça se passe en Yougoslavie, mais à Paris ou en France, c'est un travail qui n'est pas valorisé, qui n'est pas valorisant. Justement, quand on vous demande « Ah, vous êtes mère au foyer », bon, vous ne travaillez pas. Non, effectivement, je ne travaille pas, je ne suis pas salariée, je n'ai pas de responsabilité professionnelle, mais je travaille, et beaucoup. C'est un travail de tous les instants, de tous les jours, c'est une surveillance, c'est une énorme responsabilité, et je crois que si tous les parents s'investissaient à la mesure que ça demande, ils se rendraient compte que c'est vraiment quelque chose de très important et de très prenant. Mais vous paraissez tellement bien organisée. Est-ce que c'est la nature? Est-ce que toutes les femmes françaises sont comme ça? Vous avez organisé bien votre vie. 10 ans de travail, maintenant, je ne sais pas, 10 ou 15 ans d'élever les enfants. Et après, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je ne sais pas, on verra. On verra. Vous savez, je crois en la fatalité. Comme je le disais tout à l'heure, ma vie a été ponctuée de rebondissements et de changements à 180 degrés. La vie fait qu'il y a des opportunités qui se présentent, il y a des choses qui font qu'un jour vous êtes amené à changer complètement de vie. Pour le moment, mes enfants, c'est ma priorité, c'est mon grand objectif, c'est un immense plaisir. Et tant qu'ils auront besoin de moi, je serai là près d'eux pour eux. Après, si je vois... En plus, je souhaite profiter d'eux quand ils sont tout petits parce que ça passe très vite. Et je crois que très rapidement, ils se détachent de la maman, ils se détachent du papa. Et si on ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin quand ils sont tout petits, après on le regrette. Et on se dit, oh, ils ne me font plus de câlins, oh, ils sont déjà partis de la maison, oh, ils savent faire leur repas tout seuls. Et je crois qu'on le regrette. Donc je tiens vraiment à en profiter. Et ils m'apportent plus que moi je ne leur donne, j'ai l'impression. Je leur donne tout mon temps. Oui, eux comme me vous donnent dites, encore ils plus. vous apportent. Qu'est-ce que le sport vous a apporté? Est-ce que cette stabilité mentale, est-ce que c'est grâce au sport que vous l'avez? Parce que vous avez été aussi très bonne joueuse en volleyball dans l'équipe nationale, n'est-ce pas, de France, nationale. Hein, Oui, nationale, une oui, première division. Oui. C'est ça qui vous a apporté la stabilité? Ben, quel est le rôle du sport dans votre vie? Le rôle du sport, c'est quelque chose de très important. Et ça, je crois que mon mari et moi, on tient vraiment à l'inculquer à nos enfants. Le vieil adage qui dit un esprit sain dans un corps sain veut tout dire. C'est que pour réfléchir correctement, pour savoir comment se positionner dans la vie, pour apprendre beaucoup de choses, l'école du sport est une école fantastique. C'est une école de discipline, de bien-être dans son corps, donc de s'accepter soi-même, de se connaître soi-même. C'est une école aussi de compétition. La vie est une éternelle compétition. On ne tombe pas toujours sur des gens très gentils. Et le fait, dans le sport, d'avoir été face à ce genre de situation vous arme pour après, plus tard. Le sport vous permet aussi d'apprendre à gérer le succès, mais aussi l'échec. Apprendre à gérer un échec, toute sa vie on est confronté à des situations qui peuvent être malheureusement des situations d'échec. Le sport, tout petit, vous apprend à gérer ça, à relativiser, à prendre de la distance, à rebondir pour partir d'un meilleur pied sur autre chose. Et c'est une école très importante. Et quand j'étais à l'université, on me critiquait beaucoup parce que je faisais quasiment autant d'heures de sport que d'études. Et je savais que matériellement, je n'avais pas le temps de faire tout ça, que les gens qui me critiquaient avaient raison. Mais en réalité, ça m'a appris à me concentrer tellement vite, je n'avais tellement pas de temps à perdre que quand je me mettais à mes études, je me concentrais très très vite. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et vous faites beaucoup de choses pendant la semaine, parce que 3 fois par semaine, vous avez le volleyball le soir, oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous arrivez à le faire avec les enfants. Oui. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure de l'intellectuel, d'après notre discussion, j'ai eu l'impression que vous aviez quelque chose contre les intellectuels, que ça vous énervait quelque part, que vous étiez complètement dans la science, dans le scientifique. Ces deux, vous les voyez à l'opposé? C'est une grande discussion, ça. Ça peut prendre beaucoup de temps. Sérieuse, oui. C'est une grande discussion sérieuse. Le monde intellectuel est un monde qui tend à vouloir compliquer beaucoup les choses. Et je trouve que la vie est simple. La vie doit se baser sur des valeurs simples, sur un équilibre simple.
Et tout ce qui est intellectuel est évidemment nécessaire, mais dans une certaine mesure. Je préfère l'intellectuel scientifique, entre guillemets, qui se base sur une logique, sur des bases solides, à partir desquelles on ne risque pas de déraper vers des choses complètement hors de, comment dire, des discussions philosophiques sans fin et qui n'amènent rien. Et je préfère de loin la philosophie abordée par le côté scientifique que la philosophie purement littéraire dans laquelle on se perd un peu. De plus, je trouve qu'on peut dire des choses très intelligentes avec des mots très simples. Et tout ce qui est intellectuel m'énerve un peu parce que pour paraître intellectuel, les gens utilisent des mots tellement compliqués que plus personne n'y comprend rien. Et ça m'agace. C'est pour ça que vous aimez Guy de Maupassant? Oui, j'aime beaucoup Guy de Maupassant. D'ailleurs, j'ai lu récemment un texte où il exprime très bien cette notion-là, beaucoup mieux que moi. Évidemment, au siècle dernier, il était opposé à Edmond de Goncourt, qui était son grand ennemi, et Edmond de Goncourt reprochait à Guy de Maupassant d'avoir des mots trop simples, d'avoir des textes beaucoup trop faciles d'approche pour tout le monde. Et Edmond de Goncourt disait que chaque auteur, tel que Flaubert, Victor Hugo, devait avoir une signature littéraire, un style tellement précis que par la phrase, on reconnaissait l'auteur. Et Guy de Maupassant n'était pas de cet avis. Il partait du principe que la langue française était une langue pure, simple, vif, acerbe, et qui ne méritait aucune fioriture. Et je sais qu'à l'époque, au siècle dernier, c'était une grande bataille littéraire. Et je suis complètement de l'avis de Guy de Maupassant. Il est traduit chez nous, on aime beaucoup, oui, Guy de Maupassant, et puis beaucoup d'autres auteurs français, évidemment, vous connaissez. Enfin, vous savez que ces deux cultures ont été assez rapprochés, enfin, qu'on a des alliés, oui. Mais ceux qui vous connaissent disent que vous avez une grande bibliothèque, que vous avez plein d'auteurs littéraires, philosophes, enfin, pas seulement scientifiques, c'est-à-dire que vous avez beaucoup réfléchi dans votre vie sur tout ça, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'ai beaucoup réfléchi comme tout le monde. Étant jeune, je discutais beaucoup avec des amis qui étaient très littéraires, qui, elles, ont fait des études de littérature, des études de journalisme pour certaines à Paris. Et c'est vrai que j'étais toujours un petit peu opposée à leurs idées de littérature philosophique et de la philosophie derrière la littérature, de quelque ordre que ce soit. Et moi, avec ma petite vision scientifique, je poussais toujours pour dire la science permet d'accéder à la philosophie, permet d'accéder à des connaissances très mystiques même. Et c'était effectivement une grande bataille entre moi et mes amis quand j'étais petite. Ce que vous faites ce soir, vous avez horreur de ça. Vous n'aimez pas la télévision, vous ne la regardez pas chez vous. Vous décrochez le téléphone pour qu'il ne vous dérange pas, en fait. Vous menez une vie assez, si on peut dire, à part, assez calme. Pourquoi vous n'aimez pas la télévision? Pourquoi tout ce que les autres font, vous avez un petit peu un recul? Oui, je ne vis pas une vie monastique, non. Même. Je ne vis pas une vie monastique. Non, la télévision, c'est en fait un indice d'un débat beaucoup plus large. C'est que d'une façon générale, je n'aime pas tout ce qui est pensée unique. Et que ce soit dans la mode, que ce soit dans la littérature à certains égards, que ce soit à la télévision, ou dans la façon de manger, ou dans la façon de se soigner, tous les gens pensent de la même façon, vivent de la même façon, fument tous par exemple. Vous ne fumez pas? Non, pas du tout. Et justement, cette pensée unique m'agace. Et je crois que ça, mes parents, à ma sœur et moi, nous ont inculqué le désir de s'affirmer, pas de façon différente, systématique, mais de ne pas suivre toujours les pensées des autres parce qu'il paraît qu'elles sont bien ou parce qu'il paraît que ce sont des grands, des hommes politiques formidables ou des littéraires formidables qui pensent ça, d'avoir notre propre image, notre propre personnalité, notre propre pensée. Et de ce fait, effectivement, quand j'ai vu mes amies petites qui ont commencé à fumer
parce que j'avais ma propre opinion là-dessus, j'ai refusé de fumer comme elles, parce qu'elles étaient toutes littéraires et que moi j'étais scientifique, j'avais des idées un petit peu à part. Et la télévision rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire que pour moi la télévision n'est utile que lorsqu'elle sert vraiment aux gens. Et quand je vois les informations qui diffusent toutes la même chose sur n'importe quelle chaîne, dans n'importe quel pays, quand je vois ce qui est dit sur la Serbie à l'heure actuelle en France, que personne ne réfléchit, tout le monde dit la même chose, vous allumez n'importe quelle chaîne, tout le monde dit la même chose et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc ça vous a fait du mal parce que vous avez connu notre pays? Oui, oui, oui. C'est un pays que j'aime, c'est un pays qui, depuis fort longtemps, a une, comment dire, a une... c'est ces gens du Tour de l'Académie française qui a écrit un très beau texte là-dessus, qui disait que les liens entre les Serbes et les Français étaient ancestraux et que depuis très longtemps, on avait des attaches culturelles, on avait fait des échanges, et qu'on puisse se jeter au pilori de cette façon-là un pays, je trouve ça épouvantable. Et c'est surtout le média qui a fait... Mais bien sûr, mais ce sont les médias, bien sûr, ce sont les médias et les intellectuels français, excusez-moi, mais quand ce sont des Bernard-Henri Lévy ou des Bernard Kouchner qui se permettent de dire des choses sur des pays dont je me demande si vraiment ils connaissent l'histoire, et parce qu'ils sont intellectuels, ils sont écoutés, donc tout le monde pense la même chose, ça me révolte. Je trouve ça épouvantable. Donc ça me conforte encore plus dans l'idée que mes idées, que ma personnalité, que mon jugement doit rester ce qu'il est. J'écoute et je suis très ouverte aux autres et aux idées des autres, mais ce n'est pas parce qu'un tel a une idée que je vais me greffer automatiquement là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde pense que Paris est une ville de mode, que la mode est suivie d'après ce qui se passe à Paris. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les Françaises font beaucoup attention à ce qu'elles se mettent? Est-ce qu'elles suivent la mode? Enfin, on veut tout savoir ce soir sur la vie, sur la France, sur la vie d'une femme française, une femme qui a une famille. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la mode? Est-ce que vous êtes aussi à part là, la mode, personnellement, je n'aime pas. Quel que soit le type de mode, le mode dans la pensée, le mode dans l'habillement, le mode dans l'alimentation, le mode dans la façon de se soigner, je n'aime pas. Maintenant, c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de choix. C'est vrai que certaines personnes sont très attirées par ça. Mais il ne faut pas généraliser non plus. Je sais que les Françaises ont l'image de femmes très comment dire, très sensibles à tout ça. Mais pour ma part, les gens que je fréquente ne sont pas très attachés à la mode et il y a des Parisiens qui s'en fichent complètement. Bon. Et qu'est-ce que vous pensez de notre mode, des femmes d'ici? Vous avez eu l'occasion de les fréquenter, de le voir? Je trouve que enfin, je ne sais pas, mais tout du moins les femmes que j'ai fréquentées à Belgrade sont effectivement très attentives à la façon de s'habiller, à la façon de se coiffer, à la façon de se chausser, les chaussures. Tout est très important et tout prend une dimension très importante. Même les sentiments. Vous aviez dit que chez nous, tout est tragique, tout est dramatique quand on tombe amoureux, parce que certainement, elles vous ont avoué, vos amies, certaines de leurs... des choses qui leur sont passées dans la vie. Et vous pensez qu'elle dramatise tout, qu'elle complique la vie? Il ne faut pas généraliser. Il faut pas généraliser. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai dit en riant que les femmes serbes sont compliquées. mais je l'ai dit en riant et les cas que j'avais à côté de moi le démontraient. Je crois que... Mais il y a des femmes françaises et parisiennes très compliquées aussi. Vous savez, à Paris, les psychanalystes et les psychologues font fortune. Hein, vous avez horreur de ça aussi? J'ai horreur de ça, bien évidemment. Une bonne discussion avec des amis, quand j'ai habité aux États-Unis et un jour j'ai une amie qui me dit tu sais, ma sœur a un problème, elle est très grosse et elle voulait en parler à maman, parler de son régime diététique ou de ces choses-là, et maman lui a donné $50 en lui disant on va voir un psy. Je trouve ça épouvantable. Si les psychanalystes prennent le relais des parents, des frères et sœurs, des amis, on va vivre dans un monde de solitude épouvantable où seuls les psychanalystes seront notre porte de sortie. Donc, on arrive petit à petit au sujet que j'aime beaucoup, et vous aussi, c'est la médecine et la mode, enfin la manière de se soigner.
Il y a une dizaine d'années, vous disiez que vous étiez pas, enfin, vous vous soignez comme tout le monde, et que maintenant vous vous êtes plus orienté vers l'homéopathie. C'est une façon de se soigner qui n'est pas très bien connue chez nous. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi vous pensez que c'est bien? Parce que vos enfants sont soignés maintenant seulement par l'homéopathie, pas par les antibiotiques, ce que tous les médecins donnent aux enfants. L'homéopathie, en fait, ça va dans une façon de vivre un petit peu différente. En France, comme ailleurs, je pense qu'on est de plus en plus sensible à la pollution en général, au bruit, à la malnutrition, parce qu'on mange des trucs qui sont complètement pollués, soit des pauvres vaches folles ou bourrées d'antibiotiques, dans lequel le lait récupère tous ces antibiotiques. Notre alimentation est de plus en plus mauvaise. Mauvaise. Et donc le soin homéopathique va en fait dans une harmonie de la personne avec son environnement, avec les problèmes de nutrition. Et les médecins homéopathes ne sont pas des médecins traditionnels qui voient que vous avez une grippe et qui vous donnent des médicaments que pour la grippe. Non, ils vous donnent des tout Ils vous petits donnent médicaments des tout comme petits ça. médicaments à base de plantes, à base de tas de choses un petit peu hétéroclites. Et il faut en fait une analyse de votre terrain, de votre psychisme, de votre façon de vivre, et ils peuvent vous donner des conseils qui vont de la nutrition jusqu'au comportement, jusqu'à également la façon de se tenir. Bon, d'ailleurs, la première fois où on va à une consultation homéopathique, c'est très surprenant parce que les médecins vous demandent: est-ce que vous aimez plutôt épicé ou sucré? Est-ce que vous dormez sur le ventre ou sur le dos? Est-ce que vous... Quelle couleur vous aimez le plus? Ça aussi, oui, ça dépend. Je n'irai pas jusque-là, mais tout ce qui peut avoir trait, comment votre organisme exprime sa façon d'être. Quand vous avez de la fièvre, est-ce que vous transpirez ou est-ce que vous êtes plutôt rouge? Est-ce que vous grelottez au fond de votre lit ou est-ce que vous avez chaud? Tout ça sont des indices qui déclinent un terrain. Et à partir de ce terrain, le médecin prescrit des plantes, prescrit donc ces petits granules qui sont très faciles à prendre. Et c'est une culture en fait homéopathique. Et je sais que moi j'y suis arrivée complètement par hasard et le médecin, la première fois que je l'ai vu, m'a demandé si j'étais d'accord pour l'accompagner dans son diagnostic. Et ça, c'est un concept qui m'a séduit. À l'heure actuelle en France, les médecins, quand une maman amène un enfant, le médecin demande à la maman, bon, il a de la fièvre, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, il a mal à la gorge, puis il l'examine et c'est tout. La maman n'a pas son mot à dire, n'a pas voix au chapitre. Et parfois, on peut avoir quand même des avis. On connaît le mieux son enfant, on sait comment il peut changer de comportement. Et le médecin homéopathe tient compte de tout ça. Et il demande à la maman de l'accompagner dans son diagnostic. Et ce médecin m'a donc donné un livre que j'ai lu et dans lequel on apprend à observer, tout simplement. Et quand on arrive chez le médecin homéopathe, eh bien, il y a toute une liste d'observations qu'on lui remet, qu'il confirme par l'analyse avec l'enfant. Et j'avoue que dans plusieurs cas, ça... j'irai pas jusqu'à dire que ça a sauvé mon enfant, mais enfin, une fois, il était quand même dans une situation de détresse et d'urgence terrible. Et la médecine traditionnelle ne pouvait rien y faire. Et par téléphone, j'ai appelé le médecin qui m'a dit donnez-lui telle dose de tel produit et je lui ai donné et en une demi-heure, tous les symptômes ont disparu. C'est intéressant, oui, on en discutera dans nos émissions parce qu'on a fait déjà des essais. Oui. Mais j'ai voulu, parce que l'émission évidemment est courte pour tout ce qu'on a envie de dire, parce que l'homéopathie est votre sujet qui vous intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous... Madame Anne-Marie Leclerc, vous vous sentez comme une femme qui appartient à un homme ou vous vous considérez comme une femme qui est complètement indépendante? Est-ce que vous aimez cette appartenance à un homme? Quels sont les rapports hommes-femmes en France et dans votre avis? Écoutez, c'est une question qui est très intime.
Ils se disent des choses intimes dans cette émission. Si vous ne voulez pas, vous ne le dites pas, mais enfin, non, un tout petit peu. Il n'y a pas de problème. Oui. C'est une question, je crois, qui est universelle, qui est d'une part certainement très culturelle. Selon les cultures, les gens voient cette union de façon différente. En France, je crois quand même que tout ce qui s'est passé en 68, les mouvements féministes, les mouvements de 68 ont un peu révolutionné tout ça, sans doute trop, ont voulu donner des concepts libératoires beaucoup trop extrêmes. Et en fait, je crois que les rapports entre un homme et une femme, ils sont très simples. C'est une question de respect mutuel, de confiance mutuelle et d'estime mutuelle. Et quand on part de là, après, je peux dire que je suis indépendante, ça ne dérangera pas mon mari. Et je peux dire aussi que je lui appartiens, dans la mesure où moi, ça ne me pose pas de problème. Vous n'avez pas beaucoup de problèmes, peut-être parce que dans votre famille, on a beaucoup pensé à l'avenir de ses enfants. Votre père, qui est aussi quelqu'un qui était dans le business, quelqu'un qui avait beaucoup de succès, il a pensé à l'avenir de ses filles. C'est important, n'est-ce pas? Oui. C'est rare qu'on pense aux filles, on pense beaucoup plus aux garçons, peut-être, qui pourront continuer la carrière de leur père. Mais votre père était assez intéressant comme personnage. C'était quelqu'un qui a vraiment pensé à l'avenir de ses enfants, oui, n'est-ce pas? D'une part, et puis c'était quelqu'un qui n'était pas du tout macho, comme on peut le dire. Ce qui est important d'après vous? Oui, oui ce qui était important à l'époque, parce que c'était une époque où la femme était beaucoup plus au foyer, où elle ne travaillait pas et où elle dépendait entièrement de son mari. Et j'avoue que les rapports entre mon père et ma mère ont toujours été des rapports de pleine confiance, et il n'y avait pas de problème de pouvoir l'un sur l'autre par rapport à l'argent, par exemple. Mon père était le seul à ramener un salaire. Ça n'a jamais posé de problème à ma mère et il a toujours mis ma mère très à l'aise par rapport à ça. Et je pense que de ce fait, il a voulu que ses filles soient capables d'avoir le même genre de liberté. Donc il a organisé sa vie de telle sorte que ma sœur et moi ayons une indépendance financière qui nous permette de nous donner des choix. Et l'indépendance financière que nous avons nous donne évidemment une certaine liberté et la possibilité d'avoir le choix. Après, nos maris, on les a choisis selon notre cœur, selon nos attirances intellectuelles. Et ce sont des hommes qui vivent très bien le fait qu'on soit des femmes indépendantes et qu'on n'ait pas besoin, entre guillemets, de leur salaire pour vivre. Vous avez sorti une phrase qui est assez intéressante, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des enfants nombreux que d'avoir un ou deux enfants. Ah oui. Et pourquoi c'est plus facile? Ah oui, ça me semble évident. À plein d'égards. Quand on a un premier enfant, on apprend un nouveau métier, on doit apprendre une nouvelle organisation, on change de statut, on devient enfant soi-même à parent. Donc il y a tout un tas de choses finalement très simples qui nous paraissent très très compliquées. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un enfant pour soi tout seul et qu'on a une relation binaire qui s'installe. Le deuxième enfant, c'est déjà beaucoup plus facile parce qu'on est rodé, parce qu'on sait comment ça se passe, parce que le premier est là pour jouer avec lui. C'est vrai que quand on n'a qu'un enfant, on ne peut pas se mettre à faire quelque chose sans que le petit enfant vienne vous embêter ou sollicite le papa ou la maman. Dès lors qu'il y a un frère et sœur, il va jouer avec son frère ou sa sœur. Et lorsque j'ai eu mon troisième enfant, ça a été vraiment très facile. Pas forcément d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue tout simplement d'organisation. On sait les gestes, on va plus vite, on ne perd pas de temps. Les deux grands pouvaient jouer ensemble, donc j'étais tout entière au troisième bébé sans aucun problème. Les grands m'aidaient, donc ils pouvaient aller me chercher une couche, ils pouvaient descendre chercher de l'eau, c'était des petites aides. Et je pense que avoir un enfant seul, c'est quelque chose de terrible, d'une part pour l'enfant, parce que c'est un enfant unique, et d'autre part pour les parents, parce que c'est une organisation énorme d'avoir un seul enfant. Et il est dommage que les parents s'arrêtent à cette expérience, parce que justement, ça a été difficile. Plus ça va, plus c'est facile. Et je crois qu'en avoir un quatrième ou un cinquième, dans la mesure où on peut assumer d'avoir 4 ou 5 enfants, ça n'est pas plus difficile. Ce sont vos projets?
D'en avoir plus? Pas pour le moment. Moi, je préférerais... je n'aime pas être enceinte. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui, physiquement, est un petit peu difficile. D'autre part, il y a quand même, je l'ai évoqué tout à l'heure, une question de pathologie qui est là. Mais par exemple, je pense davantage à l'adoption ou à accueillir des enfants qui sont en situation difficile et être famille d'accueil pour eux, leur permettre d'être dans un cadre de vie familiale stable et épanoui. Un week-end ou les vacances ou peut-être même davantage. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre famille, vous avez eu une marraine qui a adopté 3 enfants de 3 coins du monde. Oui. Une indienne, une fille de Salvador, n'est-ce Oui. pas? Et la troisième, elle venait de... petit garçon d'Haïti. D'Haïti. Oui. Et vous êtes complètement... vous connaissez cette histoire. Enfin, est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'en France, on le fait souvent? Oui. Elle a même écrit un livre sur l'adoption. On va le voir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, en fait, cette marraine, c'est une dame qui a été un peu mon modèle quand j'étais petite. C'était Moyakuma. et elle avait une vie assez étonnante pour l'époque. Elle était très instruite. Elle ne s'est jamais mariée parce que je crois qu'elle n'a pas trouvé l'âme sœur, mais elle voulait des enfants. Et plutôt que de faire des enfants seuls, comme ça se fait beaucoup à l'heure actuelle, elle a préféré adopter des enfants qui pouvaient avoir besoin d'une maman. Elle a choisi un chemin difficile puisqu'elle a adopté des enfants qui étaient déjà grands, donc inadoptables. Et elle a choisi par idéologie un de chaque couleur, un de chaque continent. Elle a pris une petite indienne qui avait 8 ans, un petit haïtien qui avait 9 ans et une petite fille du Salvador qui avait 14 ans. Il y a eu des problèmes? Non, l'adoption s'est très bien passée. L'accueil des enfants a été formidable, ils se sont tous très bien intégrés. Après, en fait, ce qui a été le plus difficile, c'est pour la première de partager sa mère avec les 2 autres. Ah, c'est intéressant. Et ça, c'était curieux parce qu'on aurait pu penser que cette petite fille aurait voulu que d'autres enfants bénéficient de la chance qu'elle avait eue. Et en fait, pas du tout. Elle avait trouvé une maman et elle voulait la garder pour elle toute seule. Alors, elle a accepté le petit garçon parce que c'était un garçon. Et puis, la troisième, la sœur, ça a été un petit peu plus difficile, mais finalement, tout le monde s'entend bien et sont ravis d'être ensemble. Comme tout à l'heure, vous aviez parlé des changements radicaux dans votre vie que vous avez eus. Vous avez aussi mentionné, en parlant avec moi, les familles qui changent complètement leur vie. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui se passe souvent chez vous? Des familles qui partent vivre ailleurs, dans les autres peut-être pays très lointains. C'est une habitude en France? Non, ça n'est pas habituel, c'est évidemment assez... ce sont des cas isolés, mais qui deviennent quand même de plus en plus fréquents pour un petit peu les causes, les raisons que j'évoquais tout à l'heure. La pollution, par exemple. Paris est une ville polluée. Les gens prennent de plus en plus de mesures contre ça, mais l'excès de voiture, le stress, la fatigue, tous les gens à Paris sont un peu du profil famille, les 2 travaillent, ils ont des enfants, les enfants vont à la crèche le matin, les parents courent partout. Vous allez à Paris, vous voyez tout le temps les gens courir, personne ne s'arrête pour prendre le temps de regarder autour de soi. Et si un pauvre touriste a le malheur de vous demander de lui indiquer le chemin, il a des chances de trouver personne à qui parler. Et ça, les gens en ont marre. C'est quand même une tendance. Les gens se prennent de plus en plus conscience qu'on a des vies polluées, que le bruit nous agresse, le travail nous agresse, la télé nous agresse, la pollution nous agresse. Et de plus en plus, il y a des gens qui arrêtent tout pour partir, vivre à la campagne, pour revenir à des métiers d'artisanat, pour partir en voyage, pour un petit peu se retrouver. Et c'est vrai que dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui ont fait ça, notamment ma sœur, par exemple, qui avait un travail d'informaticienne, son mari également, ils ont 3 enfants. Et bien, après les grèves des transports de novembre 1995 à Paris, où Paris était complètement bloqué, on ne pouvait plus circuler. Et nous, on pense que c'est une ville de rêve, alors que ce n'est pas toujours ça. Là, c'était une ville de cauchemar. Les gens mettaient 3 heures le matin pour aller travailler et rentrer du travail à minuit. Toute la ville était complètement bloquée. Il y a des gens qui ont un effet de ras-le-bol terrible et qui ont tout quitté pour partir en province et pour partir à la campagne.
Vous qui êtes issu d'une famille bourgeoise, vous avez fait tout le contraire. Vous vous êtes marié dans une petite église dans le 20e, je crois, arrondissement de Paris, où habitent des gens pas riches, enfin presque pauvres. Vous avez acheté votre robe de mariée dans un magasin tout à fait pas connu. Est-ce que c'était exprès? Est-ce que c'était le vrai sentiment? Qu'est-ce que vous aviez contre toute cette vie aisée, vie de bourgeoise? Bourgeoise oui, française. vie de bourgeoise, oui, Oui. on peut le dire. J'ai rien contre. Les gens vivent la vie qu'ils ont envie de vivre, mais je n'avais rien pour aller acheter une robe de mariée, une fortune chez Christian Dior ou je sais pas, Christian Lacroix ou n'importe qui. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des choses plus importantes. Le mariage, c'est pas le paraître, c'était ce qu'il y avait dans ma tête et dans celle de mon mari qui était important. Et donc le fait je vous l'ai dit, le paraître, la mode ne m'intéresse pas. Et il y a, contrairement à l'image qu'on a de Paris, il y a pas mal de gens qui pensent comme ça. Surtout les gens qui vivent dans votre quartier. Vers la fin de l'émission, on va le dire. Vous vivez dans un quartier qui est très connu, où il y a des gens très connus, mais qui ont envie de vivre différemment, n'est-ce pas? Des acteurs, des gens célèbres. Oui, je vis quand même dans une ville très bourgeoise. C'est pour ça que je n'ai malgré tout pas rompu avec mes attaches et que je donne sans doute une éducation à mes enfants qui est proche de celle que j'ai reçue. Mais l'éducation que j'ai reçue, c'est celle d'un père bourgeois et d'une mère paysanne. Et donc j'ai à la fois le côté valeur de respect, de tenue, peut-être de la bourgeoisie parisienne, mais aussi les valeurs sûres, d'équilibre, de bon sens, de bonté, de gentillesse. Enfin, c'est peut-être me lancer beaucoup de compliments que de dire tout ça, mais des valeurs de quelqu'un simple de la terre qui m'a inculqué tout simplement de vivre simplement. Voilà. Et il paraît, ça c'est la fin, mais dites-le, que quelqu'un, enfin les gens qui vous connaissent ont compris que vous parliez très bien le serbe. Quand ils vous ont entendu vous disputer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas de Belgrade, vous vous êtes disputé avec lui par téléphone et vous avez réussi à le faire en serbe. Vous n'avez prononcé qu'une phrase au début. Vous pouvez nous dire quelque chose à la fin de l'émission en serbe? Ja sam bila vrlo srećna da budi ovdje i ja želim samo nešto da nema više rata. Le reste, c'est difficile à dire en serbe parce que ça vient du cœur, mais que la Serbie apparaisse aux yeux du monde comme le pays qu'il est, un pays d'accueil, un pays de gentillesse et certainement pas l'image qu'ont l'Europe et les États-Unis de ce beau pays qu'est la Serbie. Voilà. Merci Anne-Marie Leclerc d'être venue dans notre studio, dans notre pays. Nous espérons vous revoir bientôt. Nous sommes sûrs que vos anges dorment en ce moment. Vous les embrassez de notre part et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Hvala puno. Bila je ovo Anne-Marie Leclerc, francuskinja, gošća u našoj zemlji na samo 3 dana, zaljubljena u Beograd i u Srbiju. Želimo je naravno laku noć kao i vama. Gledajte nas za 2 nedelje. Prijetno.